Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les obsèques de feu Mohamed Ben Saïd Aïtidder ont eu lieu cet après-midi après la prière d'Al-Assa au cimetière Chouhada de Casablanca en présence de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Le résistant et homme politique Mohamed Ben Saïd Aïtidder a rendu l'âme hier à l'hôpital militaire de Rabat. Ce fut l'une des figures emblématiques de la résistance. Cybersécurité, une thématique d'actualité, ses enjeux, sentiments, ceux dans un monde de plus en plus connecté. La question est au centre du 5e séminaire Cybersecurity Morocco. Plus de 300 décideurs et professionnels y débattent des meilleures pratiques pour contrer les cyberattaques. L'art gagné, l'arbre de la vie. Dans ce journal, nous irons dans la province d'Essaouira pour braquer les projecteurs sur ses bienfaits avérés pour le climat, mais aussi pour le tissu social. Dans la région, plus de 3000 hectares ont été plantés. La filière est prometteuse et ne cesse de consolider la création d'emplois, notamment pour les femmes fondatrices de coopératives. Bonsoir. Les obsèques de feu Mohamed Ben Saïd Aïtidder, homme politique et l'une des figures emblématiques de la résistance, ont eu lieu aujourd'hui à Rabat, en présence de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Après les prières d'Al-Asr et du mort, la dépouille du défunt a été inhumée au cimetière Chouhada en présence des membres de la famille du défunt et de ses proches, ainsi que des leaders et représentants de formations politiques et syndicales, des autorités locales, en plus de plusieurs autres personnalités. Né en 1925 dans le village de Tilmansour, province de Choukaït Baha, le regretté Mohamed Ben Saïd Aïtidder a rendu l'âme hier matin à l'hôpital militaire de Rabat. Adhérent à la lutte contre l'occupation, le défunt fut l'un des cadres de la résistance et de l'armée de libération. Après l'indépendance, il s'est engagé dans l'action politique en tant que président de l'Organisation de l'Action démocratique populaire et puis en tant que député au Parlement représentant la province de Choukaït Baha. Sa Majesté le roi Mohamed VI l'a décoré des insignes de Wissam al-Arsh, classe exceptionnelle en juillet 2015. C'était à l'occasion du 16e anniversaire de la fête du trône. Le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, a présidé aujourd'hui à Rabat la première réunion de la Commission nationale pour le développement numérique. Et au cours de cette réunion ont été présentées les orientations générales du développement numérique Maroc Digital 2030. Des orientations qui s'inscrivent en droite ligne de la haute vision royale appelant à mettre à profit le développement numérique, notamment en encourageant les jeunes Marocains à développer des solutions numériques innovantes, des solutions qui puissent répondre aux besoins et contribuer aussi à la création d'emplois. On a un arsenal juridique qui est assez important. Deuxième chantier. Plus de précisions tout de suite avec la ministre chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration, Rita Bizzour. J'ai eu le privilège de présenter les grandes orientations de développement numérique dans le pays. On vise à digitaliser les services publics, que le Maroc soit un pays producteur du digital, qu'on ait les ressources humaines nécessaires, la couverture Internet dans tout le territoire et que tous les Marocains puissent tirer profit de cette révolution numérique. Mesdames et messieurs les membres de la Commission ont donné des recommandations importantes qui ont permis une amélioration des orientations existantes. Cybersécurité, un défi majeur qui s'impose plus que jamais pour les pays du monde entier. L'enjeu est au cœur du 5e séminaire Cybersecurity Morocco. Plus de 300 décideurs et professionnels y débattent des meilleures pratiques, et cela pour contrer les cyberattaques. Un conclave dont les travaux se sont ouverts hier à Rabat en exécution des très hautes instructions royales. L'événement est organisé par la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information relevant de l'administration de la défense nationale, et cela en partenariat avec le Conseil de cybersécurité des Émirats arabes unis. Rachidi Ken, Fouad El Harrach et Marim Messi pour le commentaire.
Elle évolue au-delà des frontières et menace gouvernements, entreprises et particuliers. La cybercriminalité pullule sur nos systèmes informatiques. À Rabat, la coopération internationale s'organise pour juguler ce fléau global. Nous avons besoin de digitaliser l'administration, digitaliser l'économie, parce que l'économie aujourd'hui, ça représente des milliards et des milliards, je dirais, de financement pour des postes de travail pour notre jeunesse, pour l'insertion professionnelle. Le Maroc est engagé contre tous les actes de cybercriminalité. À travers un arsenal juridique renforcé, il est indispensable de prévenir efficacement toute atteinte à nos services et institutions sensibles. Le constat est implacable. La tendance générale à l'informatisation rend la cybercriminalité plus répandue. Face à l'urgence, des centaines de dirigeants d'entreprises, de responsables et de professionnels de la cybersécurité décident de resserrer les rangs pour éradiquer les comportements dangereux sur Internet. L'Afrique a plus de 50 pays. Il n'y a seulement que 17 pays qui ont vraiment une agence spécialisée dans la cybersécurité. Donc c'est l'opportunité aussi pour rencontrer ici les membres du réseau africain des agences de cybersécurité pour discuter les différentes collaborations, des partenariats. Parce que quand on parle de la cybersécurité, c'est vraiment le boulot de tout le monde. L'avènement de l'intelligence artificielle a multiplié les attaques des systèmes d'information à travers le monde. Les dommages liés à la cybercriminalité sont estimés à 10 trillions de dollars d'ici 2025. Gérer cette cyberguerre passe par une coopération internationale fructueuse et standardisée. La transition numérique est un puissant catalyseur de développement pour tous les secteurs d'activité. Malheureusement, les services liés au numérique ne sont pas à l'abri des cyberactivités malveillantes. D'où l'importance pour les institutions gouvernementales et autres entités privées d'adopter des standards sécuritaires globaux pour barrer la route aux hackers. Créer un cyberespace sûr et sécurisé, une quête partagée à la souveraineté numérique. La collaboration entre les différentes parties concernées s'intensifie au service d'une transformation numérique, levier de développement socio-économique. Recensement général de la population et de l'habitat. L'opération se tiendra du 1er au 30 septembre. Un point de presse a été organisé aujourd'hui pour la présentation du cadre institutionnel justement de cette grande opération nationale. Il était question de donner un aperçu sur la formation du dispositif humain chargé de la réalisation du recensement et de la plateforme aussi en ligne qui lui sera dédiée. Je vous propose tout de suite d'écouter Samir Issara, directeur des ressources humaines et des affaires générales au HCP, le Haut Commissariat au Plan. Il est au micro de Samir Aspen. Spécialement, on va présenter la plateforme de candidature pour les participants qui veulent être parmi les équipes qui vont réaliser le recensement, ainsi qu'on va présenter aussi le site de recensement 2024. La procédure de sélection des candidats va se passer selon 5 étapes. Premièrement, il y a l'inscription en ligne via un formulaire d'inscription facile qui va durer du 7 au 27 février. Après, on va sélectionner parmi les gens qui ont présenté leur candidature environ 200 000 participants qui vont être invités à poursuivre une formation en ligne pendant 3 mois. C'est la 3e étape. La formation va se dérouler du mois de mars jusqu'au mois de mai. À l'issue de cette étape de la formation en ligne, on va sélectionner les meilleurs parmi les participants qui vont passer des entretiens, cette fois-ci en présentiel, au niveau des provinces à travers le royaume. Suite à ces entretiens, on va sélectionner 55 000 candidats qui vont être prêts pour réaliser le recensement. Ces 55 000, juste avant qu'ils aillent sur le terrain pour réaliser la collecte de données, ils vont poursuivre une séance de formation présentielle à travers le royaume pour qu'ils soient prêts pour réaliser le recensement du 1er au 30 septembre 2024.
Cap sur Essaouira qui abrite l'une des plus grandes superficies de terres agricoles dédiées aux plantations d'arganier, un arbre endémique et aux multiples vertus. L'arganier, l'arbre de la vie, lutte aussi contre les effets du réchauffement climatique et dans toute la région, c'est tout l'écosystème de sa filière qui est prometteur et fortement pourvoyeur d'emplois. Le reportage d'Abdelghani Tahraoui et Oumé Marabli. Nous sommes dans un champ d'arganier, une terre semi-aride où ces arbres sont arrivés à maturation. En ces temps de fortes canicules et de manque de précipitations, ces arbres jouent un rôle clé dans la lutte contre les effets du changement climatique. La ville compte plus de 136 000 hectares dédiés à l'arganier, soit 20% de la superficie totale nationale. C'est l'une des filières sur laquelle la Provence capitalise. Elle revêt une grande importance dans la préservation de l'environnement. D'ailleurs, l'arganier constitue une des sources de revenus de la population locale. Il a contribué à la création de plus de 2000 emplois pour des femmes de la région. Et c'est justement pour cela qu'il est appelé l'arbre de la vie. Un arbre qui contribue au développement socio-économique de l'ensemble de la région. Depuis des années, la province vit au rythme du foisonnement des coopératives. À leur tête, des femmes qui, au bout de leurs doigts, détiennent un savoir-faire centenaire. Récolte, concassage et extraction de l'huile d'argan. Nous travaillons dans cette coopérative depuis des années. Nous sommes heureuses de contribuer au développement local de la province. Le but, l'amélioration de la situation socio-économique de la femme rurale. Et parmi le but de la coopérative, c'est la participation et la production et le sauvegarde de l'arbre de l'arganier. Bien sûr, la coopérative, nous avons alors 66 adhérentes qui travaillent ici, bien sûr. Dans la région Marrakech-Safi, ce sont plus de 3000 hectares d'arganier qui ont été plantés. À l'échelle nationale, la superficie totale programmée s'élève à 10 000 hectares. À l'international, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a rencontré aujourd'hui les dirigeants israéliens pour tenter d'avancer vers un nouvel accord de trêve dans la bande de Gaza. Accord incluant la libération des prisonniers, à l'heure où les tensions dans la région ne cessent de s'amplifier en entrant dans leur 5e mois. Des bombardements israéliens ont encore visé Khan Younes dans le sud du territoire palestinien. Selon les autorités palestiniennes, 123 personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures à travers la bande de Gaza. En Ukraine, au moins 5 personnes ont été tuées aujourd'hui, dont 4 dans un immeuble résidentiel de la capitale. Et cela après une nouvelle attaque aérienne russe. En pleine visite du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, comme de nombreux responsables occidentaux avant lui au cours des deux dernières années, c'est cela. Depuis le début des tensions entre la Russie et l'Ukraine, le diplomate a dû se réfugier dans un abri anti-aérien. Le président a déclaré que 6 régions ont été visées, rappelant que la dernière attaque ayant visé la capitale ukrainienne remontait au 23 janvier. Football, toujours Coupe d'Asie, cette fois-ci, emmené par le technicien marocain Houssine Ammouta. La sélection jordanienne de football a écrit une nouvelle page de son histoire en se qualifiant pour la finale à la faveur d'un succès éclatant face à la Corée. Score 2-0. 2-0, c'est cela. Les Nashama, dominateurs durant toute la partie, se sont nettement imposés grâce à des réalisations du virevoltant Yazan Al-Ni'met et de l'attaquant vedette Moussa Al-Ta'mari. Et pour l'autre demi-finale, la deuxième de finale, clap de fin il y a quelques instants, c'est le Qatar qui a donc pu assurer son billet pour la finale de cette Coupe d'Asie, et cela en battant l'équipe iranienne sur le score de 3-2. Nous aurons donc une finale pendant cette Coupe asiatique, une finale 100% arabe, Qatar-Jordanie. Sport toujours, et au féminin cette fois-ci avec la 3e étape du raid féminin Sahraouia qui se poursuit jusqu'au 10 de ce mois-ci à Dakhla. Une étape marquée par la domination du binôme marocain et français lors des épreuves disputées dans le cadre de cette compétition sportive et solidaire. Surtout le duo marocain composé de Nargis Lefassi et d'Amel Adiel, défendant l'association SOS Village d'enfants, a pu avec brio terminer les différents challenges ayant ponctué
le concours du 3e jour, course VTT, canoë-kayak et descente en rappel. Yassine, Saïd et Maria Awad. Elles ont les yeux rivés sur la carte qui leur permettra de fouler la ligne d'arrivée en un temps record. 50 équipes féminines, marocaines et étrangères ont raidé de jour comme de nuit à travers les dunes de sable blanc. Course à pied, parcours d'orientation et canoë, une aventure sportive incarnée par des Amazones vaillantes pour lutter notamment contre les violences faites aux femmes et soutenir les habitants des zones défavorisées. La dune est spectaculaire. Une fois au sommet, la vue est incroyable. Notre Maroc est merveilleux et j'invite tout le monde à venir le découvrir. C'est une expérience vraiment inoubliable. Certes, la montée était un peu difficile, mais cela en valait la peine. Le paysage était sublime. Stratégique et téméraire, chacune de ces femmes milite pour une cause dont elles sont les ambassadrices. Parmi elles, la team du ruban rose pour la sensibilisation du cancer du sein. Et les amis de SOS Village, tous se surpassent au nom de la solidarité. C'est la première fois que nous participons à cette édition. Nous portons les couleurs de SOS Village, une association qui nous tient à cœur et que nous sommes fiers de représenter. Défier les obstacles liés à la fatigue, à la météo et à tout ce que l'on ne contrôle pas. C'est aussi donner un peu d'espoir à toutes celles et ceux qui combattent les affres de l'existence. Un raid solidaire qui promeut l'inclusion sociale, mais aussi la beauté de nos provinces du Sud. À présent, cette alerte météo de fortes rafales de vent pouvant aller jusqu'à 100 km/h, de fortes pluies orageuses et des chutes de neige sont attendues demain dans plusieurs provinces du royaume, dont Tifrane, Midelt, Tinrir, Azilal, Bni Mellal. Et suite à cela, le ministère de l'Équipement et de l'Eau appelle tous les usagers de la route et des autoroutes à redoubler de prudence et de vigilance en raison de la faible visibilité, voire de son absence dans ces conditions météorologiques. Et avant de refermer ce journal, ces belles images qui nous viennent de l'Empire du Milieu, la Chine, où l'on célèbre actuellement la fête du printemps. Les paysans se basent sur la deuxième lune du calendrier après le solstice d'hiver pour célébrer ces dates hautement symboliques pour eux. C'est d'ailleurs la fête la plus importante en Chine, au même titre que Noël en Occident. Je vous laisse regarder. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.